Merci de nous retrouver pour cette 20e édition des Ateliers républicains, organisée par Elnet et Gérard Rabinovitch, philosophe et sociologue. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Dr Daniel Zaguri, psychanalyste et psychiatre des hôpitaux, expert de la Cour d'appel de Paris, auprès de la Cour d'appel de Paris, pardon. Il est l'auteur de plus d'une centaine de travaux médico-légaux et également, il a publié plus récemment La barbarie des hommes ordinaires en 2018 et Comment on massacre la psychiatrie française en 2021. Gérard, je te cède la parole pour nous présenter la thématique du jour. Merci Sarah. Bonjour à Daniel, à Arié, à Charlotte. Bonjour à tous. On ne va pas rebondir aujourd'hui pour emboucher les trous béants sur les événements glaçants de ce dimanche d'une météo politique en alerte orange sanguine. Nous allons parler de psychiatrie, encore que le mot en emploi hyperbolique, comme ça se fait sur la place publique, pourrait bien résonner avec certaines des nouveautés dominicales qui viennent de s'installer. Bon. Quand on entend prononcer ou qu'on lit le mot psychiatrie, peuvent, par imprégnation associative, nous venir en collage des images de Vol au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman ou de Choc Corridor de Samuel Fuller. En resserrant la focale, ce pourrait faire association avec l'Institut médico-légal psychiatrique Zerbsky de Moscou, où les opposants au régime, s'ils n'étaient pas envoyés au goulag, étaient enfermés comme fous et livrés aux injections soufrées. Ce pourrait être aussi le rappel du programme nazi Action T4 d'extermination des handicapés physiques et mentaux auquel prit sa part, entre autres, un certain docteur autrichien Hans Asperger, qui ne se contenta pas seulement de décrire le syndrome autiste qui reçut son nom. L'Action T4, qui servit également de préambule technique avec ses gazages et de préformatage de compétences avec les médecins nazis sur la rampe d'arrivée à Auschwitz, à l'installation du flux tendu de l'extermination des populations juives et tziganes. On ne pensera pas assez, par contre, et c'est l'occasion de le rappeler ici, au sort des malades mentaux sous Vichy, à cette autre forme de complicité morale vichysoise avec la mentalité nazie qui entraîna la mort en France de plus de 40 000 malades mentaux sous-alimentés, éliminés par dénutrition systématique, sans décret officiel, mais pas sans induction administrative hypocalorique, et pas sans résonance avec les alignements eugénistes et euthanasistes d'un Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, médecin prestigieux et influent et simultanément membre sous Vichy du PPF et de Doriot. Ces évocations tangibles et qui, dans leur tableau, font sens d'une vigilance alarmée, ne doivent pas pour autant faire méconnaître combien le segment de la médecine psychiatrique a pu être également le lieu d'un travail de civilisation humanisante, notamment en France. Travail de civilisation, progrès dans la vie de l'esprit, selon l'expression freudienne, dans lequel le meilleur éthique hippocratique hérité d'Athènes est celui de dignité et de solidarité humaine, vertébrés par la loi symbolique transmise depuis Jérusalem, se sont conjugués pour accueillir la souffrance mentale dans ses manifestations les plus désordonnées, les plus douloureuses, les plus ravageantes et les plus perturbantes. Le chemin soutenu de ce travail est jalonné de portraits en galerie. Depuis Philippe Pinel, qui à la fin du XVIIIe siècle œuvra à l'abolition des entraves dans lesquelles les malades mentaux étaient enchaînés, et qui, après la Révolution française, posa que les fous pouvaient être compris et soignés. Avec Jean-Étienne Esquirol, qui établit la distinction entre hallucination et illusion et fit adopter une loi en 1838 qui mettait fin aux internements arbitraires par simple lettre de cachet ou décision de justice. Avec Philippe Chasselin, qui décrivit la folie discordante dite schizophrénie, et surtout s'opposa à la théorie de la dégénérescence dans l'étiologie des troubles mentaux. Et puis Jean-Martin Charcot, Paul Garnier, Gaëtan Clérambault. Jusqu'à François Tosquiel, qui sauva, lui, ses malades internés durant la Seconde Guerre mondiale, Henri Hay, Georges Daumeson, Lucien Bonafé, Paul-Claude Racamier, Jacques Lacan, Jean Houry et d'autres, dont on comprend, à l'écoute de ceux qui furent leurs élèves, qu'ils ont œuvré dans leur champ comme des maîtres talmudiques, en orfèvres de la condition humaine dans ses labyrinthes les plus intimes. Un cheminement éthique d'humanisation qui se soutient d'une seconde éthique, celle de la rigueur clinique, en vertu scientifique contre tous les scientismes passés, présents et futurs,
et toutes les hubris bavardes de l'opinion. Qu'est-ce que la clinique? Selon l'expression de Jacques Lacan, c'est ce qu'on recueille au lit du malade. Elle recueille des manifestations qui présentent des régularités et elle se constitue comme une architecture formelle qui s'étaye de l'identification d'éléments coordonnés disponibles à être transmis. La clinique, c'est l'opposé des idéologies, des emphases tribuniciennes, du déversement des opinions. En philosophie, l'épistémologie clinique, c'est le pas de plus de la philosophie politique, celle dont Léo Strauss, Éric Weil, Claude Lefort, Hannah Arendt, Alan Bloom nous avaient enseigné, transmis les meilleurs paramétrages. Mais ça sera pour une autre fois. C'est l'ensemble des acquis de l'œuvre transgénérationnelle sur 2 siècles des grands psychiatres et de leurs élèves. C'est l'ensemble de ces gains civilisationnels, de ce Kulturarbeit, notion chère à Freud, en promotion de la dignité de l'humain dans l'homme, qui est fragilisé, méprisé, ignoré, dénié, saccagé. Une perte de ressources cliniques, épistémologiques, littéraires, si précieuses est en train de se produire au moment où nous en avons le plus besoin. Ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu des soins psychiatriques fait allégorie de bien des dynamiques qui sont à l'œuvre dans les sociétés contemporaines, en même temps que ce milieu n'en est qu'un des secteurs de l'action de ces dynamiques aux interférences disruptives bien plus vastes. À ce double titre, ça concerne le propos des ateliers républicains, en état de veille des crises civilisationnelles contemporaines et de collectage de leurs manifestations. On décèlera ici, avec notre invité d'aujourd'hui et grâce à lui, les ravages d'une pensée d'administration, d'une pensée de com, d'une technicisation managériale, d'une régression de la connaissance clinique, là où il faudrait au contraire affiner encore la symptomatologie des psychoses contemporaines et écrire l'arborescence lexicale et sémantique qu'elles appellent. De l'installation encore de mots qui prennent souche, genre dysfonctionné, technicien impatient, etc., etc. Comme j'imagine d'ailleurs que notre invité nous fera un inventaire dans un instant, la chose diffuse jusque dans l'expertise médico-légale. De plus en plus d'expertises sont exigées, avec de moins en moins d'experts et par voie de fait, une exigence de compétences de moins en moins grande, je viens de le citer même. On y discernera une protocolisation généralisée qui aliène le soignant et chosifie le patient, qui tend à traiter toutes les personnes, soignants et malades, en variable d'ajustement, traitement rapide, mesurable, à coût minimal et dont les paramétrages prescriptifs, restrictifs, déshumanisants, inhibent l'initiative, la transgression créative, l'acte médical comme un art et tentent d'organiser au recours des neurosciences, de l'imagerie cérébrale, du comportementalisme et de la régulation administrative omnipotente, un monde sans contingence et sans aération, qui n'est rien de moins que l'idéal d'un moi paranoïaque. Soit, pour parler en syntaxe de philosophie politique, l'établissement d'une zone de totalitarisme soft. Tous ces phénomènes ne sont pas spécifiques au secteur de la prise en charge psychiatrique. Nous les retrouvons hors ces murs, dans nombre d'autres secteurs de l'activité humaine, avec des intensités et des prévalences diverses. Nous en retrouvons les indices et les incidences dans tous les domaines sociétaux, les plus en interaction avec l'exigence éthique de promotion de l'humain dans l'homme, de sa dignité, d'un horizon possible de devenir un sujet vivant et plutôt que cette chose jetable ou cette simple matière première en agent consumériste. Pensons à la multiplication des trackers vidéo, caméras, appareils photo, dont le premier effet est d'induire une obligation de conformité. Voyez ce qui se passe en Chine moderne et que la pandémie a révélé. Quelle corrélation, s'il y en a, avec la sauvagerie infantile qui prend pied dans la vie de la cité, avec le wokisme, la cancel culture, l'écriture inclusive, les complotismes, la traque sur les réseaux sociaux, les dénonciations et condamnations type MeToo en court-circuit du travail juridique. Un ensauvagement qui est peut-être le vrai fil de liaison qui accroche l'un à l'autre la carpe prude de l'islamisme et le lapin pseudo-libertaire du gauchisme. Tous indicateurs dynamiques de ce qui pourrait se nommer, par leur ampleur et diversité, une psychose sociale, sans que ces acteurs soient pour autant des psychotiques. Si des mots s'installent, d'autres y sont chahutés et s'y défont.
comme par exemple responsabilité, dignité, civilisation. Un délitement multifale de tout ce qui a fait montage humanisant est en cours. Nous ne savons pas encore le penser, mais il nous faut le mettre sur l'établi de la réflexion. Ce sera ce jour avec Daniel Zaguri que je remercie d'être avec nous, au motif de ses compétences, au motif également que celle-ci s'exerce dans une discipline qu'il définit justement de sentinelle du social et du sociétal. Daniel Zaguri est psychanalyste et psychiatre. Il était jusqu'à récemment chef de service au centre psychiatrique du Bois de Bondy. Il est encore un expert très sollicité des cours de justice avec son camarade Michel Dubec, avec lequel il écrivit un ouvrage sur la violence pathologique et la violence antisociale. Il a eu à expertiser bien des meurtriers, mais aussi des criminels sortant du lot criminel de la misère commune ordinaire. Les Guy Georges, Patrick Allègre, Michel Fourniret, Pierre Chanal, tueurs en série. Des génocidaires rwandais. Et dans cette litanie d'assassinats qui retiennent notre attention, pour le moins circonspecte par expérience des palinodies du politique mainstream actuel, Daniel Zaguri a tenu une éthique de la rigueur clinique précieuse, indispensable, qu'il convient de saluer lors de ses expertises du meurtrier de Sébastien Selam, comme celui de Madame Sarah Halimi. Il a pris position pour une réforme du régime de l'irresponsabilité pénale. À côté, comme l'a dit et annoncé Sarah il y a un moment, à côté de cette somme impressionnante d'articles spécialisés, il a publié des ouvrages de synthèse à destination des publics avertis. L'énigme des tueurs en série, la Barbara des hommes ordinaires, et maintenant ce cri d'alerte qui, dans ses soubassements et ses attendus éthiques, n'est pas en rupture avec les précédents. Comment on massacre la psychiatrie française? Je lui laisse la parole. À toi, Daniel. Merci, Gérard. On a choisi comme titre La psychiatrie, observatoire privilégié de la crise contemporaine des humanismes. Effectivement, la psychiatrie, c'est une sentinelle de la société et elle voit venir un certain nombre de choses, peut-être avant le reste. Alors, quand j'ai écrit ce livre, c'était pour témoigner de mon parcours, de mon propre parcours, mais aussi du parcours de toute une génération. Au regard de ce qu'on peut considérer quand même comme une catastrophe actuelle. Et j'ai été frappé, j'en avais pas l'habitude, je dirais pas d'intéresser personne, mais en tout cas pas grand monde. J'ai eu quelques bons papiers, mais les journalistes continuent de me harceler pour que je parle de je ne sais quel barbare, du grêlé, d'anthropophage, etc., et de cannibale. J'ai beau leur dire, mais vous savez, il y a 2 300 000 Français qui sont suivis en psychiatrie publique, des cannibales, il y en a un tous les X années. C'est peut-être plus intéressant de parler. Non, franchement, ça ennuie le public. Et je suis pour ma part absolument persuadé que ça va faire comme pour les maisons de retraite, c'est-à-dire que ça va exploser. Alors, je ne sais pas si ça va exploser dans 15 jours, dans 6 mois ou dans 1 an, mais ça va certainement exploser à la face de la société, probablement à la suite d'un fait divers. Donc, j'ai voulu témoigner de cette progressivité lente, de ce déclin entre un enthousiasme initial, celui de ma génération lorsque nous étions jeunes, et une sorte de désespoir professionnel actuel, d'un vaste moment de créativité jusqu'à cet écrasement bureaucratique auquel tu faisais allusion, depuis une pratique de service public qui était attractive jusqu'à la désertion, puisque actuellement c'est bien de ça qu'il s'agit. Donc c'est vrai que après la guerre,
après la guerre, toute une génération de jeunes psychiatres se sont réunis autour d'un plus jamais ça. Et il y a eu un moment de grâce, je dirais, entre la conscience collective, les grands décideurs et les praticiens. Et autour de cette idée de fin de l'asile, il y a eu en France le mouvement de la psychothérapie institutionnelle, il y a eu la découverte des neuroleptiques, il y a eu l'imprégnation par la psychanalyse, il y a eu le secteur psychiatrique. Et donc, moi, j'ai connu une période où une certaine respectabilité, un certain prestige, et où des choses qui aujourd'hui nous paraissent ahurissantes étaient possibles. Par exemple, moi, je me souviens quand j'ai commencé à m'occuper du secteur psychiatrique auquel j'ai été affecté, et à ces structures extra-hospitalières, que nous rencontrions les inspecteurs de la DAS ou de la DRAS, nous échangions, ils nous écoutaient, on les écoutait, on se téléphonait, on se respectait. Ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui absolument impensable. Je me souviens aussi, par exemple, d'un médecin inspecteur de la DAS qui essayait d'encourager un chef de service assez timoré à recruter. Hein. Alors ça, les jeunes médecins l'ont vu récemment avec le Covid, où tout d'un coup, on a laissé tomber tout l'arsenal des procédures pour, en quelque sorte, affronter sur le même bateau la même tempête. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes praticiens ne connaissent pas. Hein, donc, parce que, et je crois qu'il faut commencer par ça, il y a un fait majeur. Il y a un fait majeur, c'est la démission. On voit des praticiens qui étaient faits pour le service public, qui étaient doués pour le service public, qui étaient bons et qui démissionnent à la quarantaine, une espèce de désespoir professionnel. Le mot désenchantement est un mot assez faible. La formule le plus souvent employée, c'est celle de perte d'attractivité. Et donc, il y a un problème démographique majeur, et un problème démographique qui n'est pas simplement dans la plupart des services, mais également dans les grands services universitaires. Donc, c'est quelque chose qui est aujourd'hui généralisé. Et à l'intérieur même du champ médical, la psychiatrie occupe la place 40e sur 44. Hein. Sur 44 disciplines médicales, la psychiatrie aujourd'hui est la 40e dans le choix des internes pour la spécialité. Et alors, il y a quand même quelque chose qui, à mon avis, saute aux yeux. Hein, c'est qu'on retrouve le même désenchantement parmi les doctorants. Il y a une érosion des doctorants d'année en année. Pourquoi travailler aussi longtemps? Pourquoi engager une telle énergie, une telle force pour ne pas être certain d'aboutir, et en tout cas d'aboutir à une activité professionnelle? Comme il y a plus de candidats dans l'enseignement, c'est pareil, il y a plus de candidats il y a plus de postes au CAPES que de candidats. Hein. Les magistrats, on a beaucoup de mal aujourd'hui à recruter, en tout cas dans les juridictions de moyenne importance, des chefs de cour. Ça les intéresse plus tellement de faire du management. Hein. Et 3000, c'est énorme, 3000 magistrats ont signé une pétition pour ne plus avoir à juger avec un chronomètre, sous la férule en quelque sorte du chronomètre. Et d'une manière générale, ce qui est frappant, c'est que ce sont les grands métiers à vocation, tous ceux qui s'engageaient pour le bien public, hein, pour le bien commun. Donc, on retrouve dans tous ces métiers à vocation, on trouve au minimum un désenchantement et au maximum un effondrement. Alors, évidemment,
le premier réflexe, c'est de regarder du côté des budgets. Alors, loin de moi, évidemment, l'idée que ça n'est pas important, mais ça n'est certainement qu'une petite partie du problème. Et on a vu, par exemple, le désarroi des politiques. Olivier Véran, quand il a augmenté les infirmiers, s'attendait à avoir une réaction tout à fait favorable. Ça n'a pas été le cas. Ça a été vécu comme un maigre réajustement au regard des salaires des infirmiers français par rapport à la moyenne des pays comparables. Moi, une question que je connais mieux, qui est celle de l'expertise psychiatrique, Éric Dupond-Moretti donc, a augmenté l'enveloppe de l'expertise. En réalité, il ne l'a pas augmenté, en réalité, il a réajusté pour les libéraux les tarifs. Et là encore, lui aussi, après d'âpres négociations avec Bercy, selon la formule consacrée, il est revenu et il s'attendait à une satisfaction. Et là encore, ça a été perçu comme un maigre réajustement. Alors, cette pensée qui n'arrive pas à entrevoir les vrais, à situer les vrais problèmes, on la retrouve par exemple dans des choses absolument ahurissantes. Par exemple, quand il y a eu la grève des infirmiers du Rouvray, c'est la grève de la faim. Voilà des infirmiers qui se mettent en grève de la faim. Pour en arriver là, il faut vraiment qu'il y ait une souffrance éthique considérable et qu'ils n'arrivent plus à accepter ce à quoi ils sont contraints quotidiennement dans des conditions de travail et pour la dignité de leurs patients. Et qu'a dit l'ARS? L'ARS a dit mais non, les voyants sont au vert. Donc il y a d'un côté un hôpital fictionnel, l'hôpital des voyants, et des indices, et de l'autre côté un hôpital réel. Et mon sentiment, c'est que effectivement, la psychiatrie est un poste d'observation privilégié parce que c'est la plus humaine des spécialités médicales. Dire que c'est la plus humaine, ça ne veut pas dire nécessairement que les psychiatres seraient plus humains que les rhumatologues ou les gastro-entérologues, ça n'a aucun sens. Mais c'est celle qui travaille sur les fondements même de l'humanité psychique. Alors évidemment, on peut se poser la question, on doit se poser la question, pourquoi et comment en est-on arrivé là parce que quand même, à la fin des années 90 et au début des années 2000, l'OMS considérait le système français comme le plus performant, enfin le meilleur système, avec effectivement un satisfecit pour les Anglais qui avaient un système plus pragmatique et qui l'ont mieux actualisé sur le terrain. Et comment est-on passé de ce système, le secteur psychiatrique, considéré comme le meilleur système, à cette espèce de défectologie dans la cité où les soignants sont en nombre insuffisant, courent dans tous les sens et ne font que de rustiner comme ils peuvent ou décoper comme ils peuvent. Comment est-on passé de cette situation en un peu plus de 20 ans à la situation actuelle? Et en fait, effectivement, depuis plus de 20 ans, la situation de la psychiatrie publique n'a fait que se dégrader. Il y a eu une fermeture massive des lits entre 1980 et 2020. Alors, il y a eu 70 000 lits. C'est pas ça, c'est pas la fermeture de 70 000 lits, évidemment, qui est à critiquer, mais le fait qu'il n'y ait pas eu de déplacement des moyens sur la prise en charge dans la cité, parce que je vous rappelle quand même que 80% des patients sont suivis exclusivement en extra-hospitalier. Et donc, aujourd'hui, donc ces 2 300 000 patients suivis en psychiatrie publique sont pris en charge par un système qui est un système en asphyxie. Alors, comment est-ce que ça a évolué? Vous savez,
connaissez l'histoire de la grenouille. Hein, la grenouille, quand on la plonge dans l'eau bouillante, elle a la vie sauve parce qu'elle jaillit. Mais si on augmente de demi-degré en demi-degré la température de l'eau, elle s'assouplit et elle finit par mourir. Ben, l'histoire de la psychiatrie française dans les 30 dernières années, c'est un petit peu ça. C'est une grande continuité dans le déclin avec des périodes seuil. Alors, période seuil, on ne peut pas ne pas penser à Nicolas Sarkozy qui a éhontément instrumentalisé les faits divers pendant tout son quinquennat. Son quinquennat est une longue suite de faits divers instrumentalisés. Et avec cette loi HPST, hein, cette loi, donc, qui a été voulue par Nicolas Sarkozy, qui a été mise en place par sa ministre, et avec cette phrase répétée de façon martiale par Sarkozy, il faut qu'il y ait un chef, et ce chef, c'est le directeur. Alors effectivement, le pouvoir fonctionnel des médecins s'est fait, a quasiment disparu. Les commissions médicales d'établissement sont devenues des lieux formels, en quelque sorte de validation des processus qualité. Et puis, également la loi de 2011 qui régit aujourd'hui les hospitalisations, qui remplace la loi de 1838 à laquelle tu as fait allusion et celle de 90, mais une loi qui est une loi extrêmement bureaucratique et qui d'ailleurs est inapplicable compte tenu de la désertification démographique, hein, dans les hôpitaux. Alors moi, pour ce qui me concerne, et j'en ai un petit peu parlé avec Gérard, je suis partisan d'une critique non politique, parce que je pense que non politique, tout est politique, on peut discuter très longuement, mais je veux dire que des critiques trop marquées politiquement sont vouées à l'échec. Et au fond, ce qui est important pour nous, c'est de se battre contre ce que Henriet appelait les actions psychiatricides, c'est-à-dire tout ce qui vient menacer le fonctionnement même de la psychiatrie publique. Donc, alors il y a eu une grande indifférence de l'opinion publique. Alors cette indifférence, elle est compliquée. Cette indifférence, ça peut aller de la stigmatisation, effectivement, au désintérêt. J'évoquais tout à l'heure les maisons de retraite. Tout le monde a un vieux parent. Tout le monde sait chacun sait qu'il va devenir vieux. Mais pour ce qui concerne le rapport à la folie, c'est beaucoup plus complexe et comment dire, c'est quelque chose avec lequel l'évitement est souvent central. Donc il y a une espèce de lâcheté de l'État, hein, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que cette lâcheté de l'État s'est accompagnée d'un rapport tous les 2 ans. C'est-à-dire que si on fait dans les 20 dernières années l'analyse de tous les rapports qui se sont succédés, c'est extraordinaire, et tous, quasiment tous, sont allés dans les tiroirs de l'histoire. Hein. Donc, et là, récemment, moi qui m'intéresse à l'expertise, il y a eu un excellent rapport sénatorial qui a été fait l'année dernière par Jean Sol et puis un autre sénateur dont j'oublie le nom. Et alors, ce rapport, il faudrait maintenant le réaliser, il faudrait le rendre effectif. Je crains qu'il parte aussi dans un tiroir. Donc, on est un pays qui fait d'excellents rapports, qui produit d'excellents rapports, mais qui n'aboutissent jamais à rien. Moi, je suis reconnaissant à Agnès Buzyn, qui n'est pas restée très longtemps ministre de la Santé, mais qui a eu le mérite de sortir l'État du déni et de reconnaître
et de reconnaître l'état catastrophique de la psychiatrie et de sortir, au fond, du déni. Elle l'a reconnu d'ailleurs avec une certaine émotion. Parce qu'au fond, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre pour mon livre. C'est pas un désastre. Un désastre, c'est un désastre naturel, une tempête, un orage, un tremblement de terre, etc. Non, là, c'est un massacre. C'est un massacre. C'est-à-dire que c'est au nom de certaines doctrines, c'est au nom, c'est à la suite d'abandon et de lâcheté que petit à petit, la psychiatrie en est arrivée à cet état. Et au fond, la seule boussole depuis 30 ans, c'est le budget. Alors, on peut énumérer si je puis dire, les paramètres, les items de cette catastrophe. Il y a 1200 postes de psychiatres dans le service public qui ne sont pas pourvus, avec un recours aux médecins étrangers, essentiellement du Maghreb, qui sont souvent excellents, qui ont peut-être sauvé l'hôpital au moment de la crise du Covid, mais globalement, le niveau de qualité de l'ensemble n'est pas celui qui aurait pu être celui des médecins français s'ils avaient été formés avec les mêmes critères qualitatifs. Alors, il y a eu la prise de pouvoir de la psychiatrie universitaire pour le meilleur et pour le pire. Et il y a eu je dirais, des générations successives d'internes ont été formées avec cette idée que l'épidémiologie, la recherche, le médicament, c'était les neurosciences, c'était le nec plus ultra de la psychiatrie, le reste étant un peu méprisable. Et le peu d'intérêt universitaire pour les dispositifs de santé publique et notamment pour le secteur psychiatrique, le tout accompagné d'une certaine haine de la psychanalyse qui avait de bonnes et de mauvaises raisons. Et puis, je dirais qu'il y a eu cette idée que la psychiatrie était une spécialité comme une autre, ce qui est absolument faux. Hein, c'est pas que les infirmiers psychiatriques étaient des infirmiers comme les autres, donc on les a formés différemment, on les a fait passer de service en service en fonction des besoins de l'établissement. Aujourd'hui en cardiologie, demain en psychiatrie, après-demain en réanimation. Avec donc cette idée que la psychiatrie est une spécialité comme une autre, que les infirmiers psychiatriques sont des infirmiers comme les autres, que les psychiatres sont des médecins comme les autres, avec évidemment la limite de la déstigmatisation. Ça, alors je le démontre, enfin j'essaie de le démontrer dans mon bouquin, c'est l'effet inverse, évidemment, qui a été produit, qui s'est produit. C'est à vouloir faire de la psychiatrie une spécialité comme une autre, on en a fait une spécialité moins que les autres, que les internes ne choisissent. Hein. Donc, il y a eu cette loi HPST avec son tout pouvoir à la gestion. Il y a eu quelque chose d'encore plus fondamental. Je dirais, tu as évoqué tout à l'heure Pinel, l'image mythique de Pinel, mais qui est associée à celle de Poussin. Hein. Donc, ce binôme de Pinel et de Poussin, c'est un peu le binôme que j'ai connu, moi, entre le chef de service et le cadre infirmier supérieur, qui était un binôme vraiment, qui était la cheville ouvrière de tous les services de psychiatrie. Et on a happé ces cadres dans le système administratif. Et moi, j'ai vu petit à petit des collaborateurs avec lesquels je m'entendais bien, mais qui au fond, se moquaient bien de ce que je pouvais leur dire, parce que leur véritable patron, c'était plus moi, c'était la hiérarchie administrative. Et le directeur de soins qui est lui-même un ancien infirmier. Donc, on a défait cette cheville ouvrière. On n'a pas simplement happé les infirmiers, on a happé une partie des médecins.
en leur faisant adopter un certain type de langage pseudo-managérial, etc., etc. Et on a vu progressivement, avec la raréfaction démographique, avec des équipes en sous-effectif, avec une moindre formation dans toute la dimension relationnelle de la psychiatrie, on a vu apparaître des pratiques qu'on pensait disparues, à savoir l'usage excessif de la contention et de l'isolement. Alors, en psychiatrie, il faut toujours faire attention. Il faut faire attention. C'est pas un point de vue idéologique. Malheureusement, dans certaines circonstances, on doit recourir à la contention, on doit recourir à l'isolement, mais il y a une généralisation qui, en fait, témoigne de la situation des équipes. Et petit à petit, je dirais, le chef de service est devenu la dernière roue du carrosse. Moi, je sais que il est arrivé que l'administration, très gentiment, organise des réunions sans me demander mon avis sur l'heure, la date, et ça leur paraissait tout naturel. Et quand je protestais, on me disait, mais enfin, on peut pas tenir compte de tout le monde. Voilà. Donc, mais c'est dit très gentiment. Alors, tout ça, effectivement, dans un contexte de ce que mon ami Vincent Mahé a appelé la bureaucratose. Alors, la bureaucratose, c'est une maladie qu'on s'est amusé à décrire au dernier congrès, enfin l'avant-dernier congrès des psychiatres de l'encéphale. Comment dire, la bureaucratose, c'est la maladie de la bureaucratie. Alors, on ne va pas tomber dans la critique de la bureaucratie, mais c'est un degré. C'est un degré de plus. On a décrit également une autre maladie qu'on a appelée la procustose qui consiste à scier tout ce qui dépasse et à rallonger tout ce qui n'atteint pas la norme, et la tartarinite, qui est cette tendance toute particulière des donneurs de leçons qui viennent se pencher sur la psychiatrie pour dire ce qu'il faudrait faire. Alors, le problème quand on pense à bureaucratie, on imagine l'allègement, l'assouplissement. Non, c'est bien au-delà de tout ça. Le problème auquel nous sommes en prise. Le problème de la bureaucratie et de sa maladie, la bureaucratose, c'est qu'on lui a donné tout le pouvoir. C'est bien ça le problème. C'est pas simplement qu'elle est lourde, c'est pas simplement qu'il faut l'assouplir, c'est qu'elle a tout le pouvoir. Alors, Jean de Kervasdoué insiste sur ce point et je pense qu'il a tout à fait raison. Il dit ce ne sont pas des managers, les directeurs d'établissement, ce sont des administrateurs des enveloppes contraintes. Et ce n'est pas du tout la même chose. Alors, moi, je me suis toujours très bien entendu avec l'administration, enfin, des exceptions, bien entendu, mais j'ai toujours eu de bonnes relations avec l'administration, des rapports cordiaux. Mais ce qui est en cause, ce ne sont pas les hommes, c'est le pouvoir exorbitant qui leur a été conféré avec des conséquences tragiques. Hein. Alors, j'ai parlé de la loi HPST, donc mise en œuvre par Roselyne Bachelot, et donc qui a consacré au fond la marginalisation des médecins, du pouvoir fonctionnel des médecins, et réduit les commissions médicales d'établissement à de simples chambres d'enregistrement. Donc, c'est ce que Sarkozy ne sans cesser de répéter, il faut un patron à l'hôpital. Ce patron étant lui-même soumis à une hiérarchie qui lui laisse peu d'espace. Donc, au fond, cette victoire de l'administration, c'est aussi une victoire à la Pyrrhus. Alors, les agences régionales d'établissement, les ARS, les agences régionales de la santé, sont d'énormes mammouths qui sont venus apporter un plus encore dans l'organisation bureaucratique. Alors, tout ça s'est maquillé en management hospitalier
qui s'exerce à travers une novlangue, hein, dont l'usage est devenu absolument incontournable si on veut faire valider un projet. C'est-à-dire que les médecins qui veulent faire valider un projet sont obligés de le formuler, de le formater dans un langage qui n'est plus le leur. Hein. Donc, c'est une novlangue qui dit tout et son contraire avec la même assurance. Et moi, j'attends le Molière qui saura moquer ces nouvelles précieuses ridicules, parce que c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc, la façon dont on dirige le monde à coup de dynamique, de réflexion sur les pratiques, de création d'espaces de discussion et de travail, ou de pilotage d'expériences innovantes. Enfin, j'en passe et des meilleurs, mais autant de formules creuses. Et alors, les médecins hospitaliers sont condamnés à des réunions qui durent de longues heures, qui sont des réunions lénifiantes, au cours desquelles on doit adopter ce langage pour que nos services soient certifiés et que le budget de l'établissement soit reconduit. Mais c'est une erreur, ce serait une erreur de penser que la bureaucratose, c'est seulement la maladie des gestionnaires. Il suffit de très peu de temps pour métamorphoser un médecin-chef qu'on transforme en chef de pôle en lui-même en bureaucrate. Hein. Il suffit de très peu de temps pour transformer un magistrat promu chef de cour également en bureaucrate déguisé en manager. Donc, il s'agit désormais de se conformer aux recommandations, aux protocoles, aux programmes, aux procédures, aux certifications. Enfin, j'en passe. Et l'objectif n'est plus du tout le sens de ce que l'on fait. L'appréciation ou la compétence de chacun, mais c'est l'obéissance au protocole. Alors, je sais que Gérard va me poser une ou deux questions sur l'affaire Halimi, donc je suis soumis quand même à une certaine réserve, mais j'ai été frappé de la commission parlementaire et des résultats de la commission parlementaire, tout à fait étonnante. Hein. Je passe les détails, mais les conclusions de cette commission, c'est que le code de procédure pénale a été respecté et que toutes les procédures policières, judiciaires et psychiatriques ont été respectées. Alors, ouf, voilà définitivement rassuré tous ceux qui se posaient des questions sur les relations du politique, du médiatique, du judiciaire et sur la signification de cette affaire. On ne se demande plus qui qui a fait quoi dans certaines circonstances. Est-ce qu'on a bien réagi aux circonstances? Est-ce qu'on a fait son métier? Non. Ce qu'on se demande, c'est est-ce que oui ou non, on a respecté les procédures. Hein? Vous savez, c'est même une insulte à l'intelligence collective, cette espèce de schéma. J'en donne des exemples nombreux dans mon livre. C'est un petit peu comme si on voulait gagner des matchs de football uniquement au tableau noir, hein, comme si voilà, on a une procédure qui est parfaite, on va l'appliquer, vous êtes les agents de cette application, et si jamais vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute et c'est vous les responsables de ce qu'on appelle aujourd'hui un dysfonctionnement. Hein, puisque l'arsenal prévu est un arsenal pensé et dans sa perfection, s'il y a un échec, c'est de la faute de ce que font les acteurs de terrain opposés aux décideurs. Hein. J'aime beaucoup cette formule de décideur de la santé. Voilà. Donc, alors, il y a de surcroît, je dis que la psychiatrie est un poste d'observation privilégié, parce qu'il y a ce que Carvez Doué appelle le paradoxe de la bureaucratie, c'est-à-dire que plus c'est difficile de protocoliser, plus c'est difficile
de contrôler parce qu'on a affaire à une discipline complexe, multidirectionnelle, etc., etc. Et plus il y aura une orgie de maîtrise et de contrôle de la part de l'administration. Et au fond, ces pauvres médecins, ces pauvres infirmiers qui courent à droite et à gauche, qui essaient de faire au mieux, parce qu'ils ont en face d'eux des malades de chair et d'os, et bien, de surcroît, on les asphyxie encore plus de protocoles administratifs à respecter. Et au fond, ce que je pense, c'est que la contrainte financière, le respect des enveloppes budgétaires, qui a été la seule boussole, hein, encore une fois, depuis une trentaine d'années, tout ça, ça s'est accompagné d'une misère intellectuelle et morale qui a limité et a étouffé toute créativité, tout élan collectif, toute intelligence collective, tout idéal, en promouvant la soumission aux exigences normatives, seul support de l'action collective. Et là, et c'est là que je reviens à ce que je disais en préambule, c'est-à-dire qu'au fond, la crise de la justice, la crise de l'enseignement, la crise de la recherche, la crise de la santé, tout ça, ça se rejoint dans cette désertion, dans cet affaiblissement des vocations. Et c'est comme si notre pays avait éhontément confié les clés de la maison à ceux qui encadrent, à ceux qui contrôlent, à ceux qui gèrent, au détriment de ceux qui créent les richesses, animent les métiers et réalisent leur vocation au service du bien commun, aujourd'hui confondu avec la communauté des biens. Hein. Alors, peut-être, mon cher, tu veux peut-être que je conclue avant de me poser quelques questions. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, qui est que se fait jour l'exigence d'une nouvelle éthique du rapport entre gestionnaires et praticiens. L'effort consenti par l'État pour chacune des grandes institutions est nécessairement limité. Et après les 30 glorieuses, s'est progressivement mis en place, malheureusement, un fonctionnement pervers. Les administrateurs des budgets contraints déplaçant sur les acteurs de terrain les échecs liés aux insuffisances budgétaires et démographiques. Et toute une idéologie autour du management a pour fonction de laisser croire qu'on peut faire toujours plus avec encore moins et qu'on doit imputer aux seuls acteurs de terrain la responsabilité des inévitables conséquences de ces équations insolubles. Et je crois qu'il va falloir rééquilibrer les pouvoirs fonctionnels de ceux qui encadrent et de ceux qui agissent sur le terrain en réinstaurant structurellement le dialogue et en partageant les conséquences des inévitables limitations des enveloppes budgétaires, en redonnant des couleurs à nos métiers en déshérence. Et pour conclure, je crois que la seule approche managériale, la seule obsession budgétaire, le seul objectif quantitatif, l'absence de tout réajustement par l'évaluation des pratiques, comme celle de toute considération pour l'envie des praticiens de la psychiatrie et de la justice et de tous les autres, c'est ça qui nous a amenés là. La misère de la psychiatrie, hein, la misère de la psychiatrie, comme le déclin du service public à la française, sont loin de se résumer à la seule insuffisance budgétaire ou à la seule clochardisation, comme disait le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas. Je crois que ce qui est frappant, c'est la destruction des métiers à vocation et que les facteurs que je viens d'évoquer sont au moins aussi importants. Et ça n'est peut-être pas nécessairement une mauvaise nouvelle. Si les politiques comprennent qu'il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie publique,
et qu'il faut restituer aux femmes et aux hommes de terrain toute leur place en libérant les énergies et les intelligences collectives. Et dans ce sens-là, l'hôpital, le tribunal sont des institutions, sont des entreprises, non pas au sens de l'hôpital-entreprise, mais au sens d'une entreprise humaine. On ne les manage pas, on les organise en concertation et dans les limites consenties par l'effort national. Et au fond, je terminerai par cette phrase qui me paraît résumer un peu tout ce que j'ai dit, c'est que la gestion, c'est ce qui encadre. Et ça ne peut pas être ce qui commande. Voilà, je m'arrête là. J'entends plus là. Oui, oui. Non, je te remerciais là. Je te remerciais beaucoup. Tu as consacré ton exposé à un aspect important, crucial même de ton interpellation publique en tant qu'acteur social, hein, acteur dans la société, plutôt acteur d'ailleurs, j'aime pas le terme acteur social, je préfère acteur sociétal. Et ce n'est pas qu'une coquetterie de le dire comme ça. Tu as bien résumé d'ailleurs dans ta conclusion que la gestion, au lieu d'être au service des soins, il y a eu un renversement chez les soins qui tentent de survivre à la gestion, en vérité. Je crois que c'est très clair. Je crois que ce phénomène-là, comme tu l'as dit, d'ailleurs, on le repère dans la justice, on le repère dans l'éducation, on le repère dans l'édition, on le repère à peu près dans tous les secteurs d'activité. Et le problème qui se pose, c'est que, comme dans le titre, tu mettais le mot humaniste, c'est qu'il y a quelque chose de l'humain qui est liquidé là-dedans, et de la présence humaine et de ses contingences et de ses fulgurances tout autant que de ses manquements. Et c'est ça qui fait problème et qui nous emmène vers des zones que je me suis permis de dire totalitarisme sauf à cet horizon. Moi, ce que j'aurais voulu aussi, parce que c'est aussi dans ton bouquin, c'est que tu as dit que je voulais t'interpeller un petit peu sur l'affaire Halimi, mais ça, c'est une chose. Mais c'est surtout, au-delà de la question de l'affaire Halimi, c'est aussi, il y a tout un aspect en tant que penseur clinicien chez toi, dans le livre aussi, et tu apportes un certain nombre d'informations et de réflexions qui dénoue des idées préconçues et qui réétablit des évidences cliniques qui sont absolument indispensables. Par exemple, lorsque tu soulignes que les névrosés sont bien plus dangereux que les fous en tant qu'observateur de la criminalité en France, que statistiquement, il y a plus de criminalité chez les soi-disant normaux que chez les psychotiques. Et je crois que c'est nécessaire de rappeler aux gens des choses comme ça, que 99% par exemple des schizophrènes ne commettent pas des homicides. 99,70. 70, t'imagines. Et que 90% des malades mentaux ne commettent jamais d'actes de violence, par exemple. Tu vois. Donc, je voudrais que tu reviennes un peu là-dessus et sur la distinction que tu soutiens très fort entre dangerosité psychiatrique et dangerosité criminologique. Est-ce que je peux me permettre, à partir de ce que tu viens de dire, Gérard, une toute petite question supplémentaire, puisqu'on n'aura pas beaucoup de temps pour en poser d'autres. Alors je comprends bien que 90%, 97%, enfin, on voit bien que parmi ceux qui sont classés dans les catégories pathologiques de la psychiatrie, très peu, un pourcentage extrêmement faible sont des gens qui vont passer à l'acte. Mais la question que je pose, est-ce que finalement 100% de ceux qui passent à l'acte, que ce soit de la violence, de la perversité, que ce soit tous les manquements les plus élémentaires à ce que vous pourrez appeler principes d'humanité, est-ce que tous ces gens-là finalement ne relèvent pas de la psychiatrie ? Mais d'une façon peut-être qui n'est pas celle de la pathologie telle qu'on la conçoit. Mais j'ai du mal à imaginer que quelqu'un qui bat sa femme, qui torture un enfant, qui tue quelqu'un, quelles que soient les modalités de ce meurtre, j'ai du mal à imaginer qu'il soit totalement sain d'esprit. Et si c'est le cas, alors justement, comment aborder la question de la psychiatrie dans le domaine de la justice quand on pourrait se dire que finalement,
derrière chaque meurtrier, derrière chaque délinquant, derrière chaque criminel, il y a une sorte de, entre guillemets, si on le dit vulgairement, fou qui sommeille. Et ça nous ramène tout simplement à l'affaire Halimi. Alors, on nous dit souvent, les gens qui font des abominations, des atrocités, ce sont des psychotiques, ce sont des malades, ce sont des gens qu'on ne peut pas juger comme on jugerait un être humain. Mais est-ce que tout le monde, finalement, ne relève pas de cette… Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais en tout cas, j'ai l'impression et je suis certain que beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui et de ceux qui écouteront le replay de cet atelier républicain se poseraient peut-être aussi la question d'une certaine manière, comme je le fais maintenant. Oui, alors, vous posez une question, effectivement, que tout le monde pose dans le terme, où tout le monde la pose, mais qui fait se retourner dans leur tombe tous les aliénistes, évidemment, parce que, si vous voulez, le fait est que les actes commis par des malades mentaux, le plus souvent délirants, qui commettent cet acte en rapport avec leur maladie, sont des actes extrêmement minoritaires. Extrêmement minoritaires. Alors, vous êtes, au fond, vous protestez contre la banalité du mal. C'est-à-dire, c'est ça qui vous fait protester. Mais oui, et c'est un scandale, la banalité du mal. Et on le retrouve tout le temps. Récemment, là, j'ai été expert après l'expertise de Salah Abdeslam. Et si vous voulez, et en fonction de ce que vous venez de dire, je me suis dit, je ne peux pas arriver comme ça, et à brûle-pourpoint dire ce garçon est totalement ordinaire et un profil d'une banalité à pleurer. Voilà. Donc, eu égard à l'écart considérable qui existe entre l'atrocité, la dimension de souffrance collective et, si je puis dire, le profil de la personne. Si vous voulez, et ça, c'est ça qu'on a du mal, à penser. Donc c'est pour ça que je me suis senti obligé de faire un petit topo sur la banalité du mal et à ce scandale permanent, répété, qui est la confrontation avec cet écart incommensurable entre l'atrocité des actes commis et le profil des personnes. Si vous voulez, si on vous suivait dans cette hypothèse que tous ces gens seraient quelque part assez fous, il faudrait dire que des dizaines de millions d'Allemands étaient fous, il faudrait dire que les génocidaires sont tous des gens et malades, etc., etc. Ce que j'ai essayé d'éclairer dans mon livre sur la barbarie des hommes ordinaires, c'est qu'au fond, tous ceux qui commettent ces actes et qui ne sont pas des malades mentaux et qui sont la majorité, bon, bien sûr, ils peuvent avoir un certain nombre de troubles, de caractéristiques, etc., bien entendu. Mais ce qui est important à comprendre, ce n'est pas tellement ce qui les différencie du reste des hommes. Ce qui est important à comprendre, c'est comment s'agencent les processus qui, de proche en proche, d'étape en étape, vont faire d'un type assez lambda quelqu'un capable de commettre de telles horreurs. Et là, si vous voulez, ça me paraît être quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir à l'esprit des catégories trop contrastées de sujets parfaitement normaux et de sujets complètement fous. Et encore une fois, si vous voulez, c'est la phrase bateau, des actes totalement insupportables, totalement atroces, complètement fous, entre guillemets, peuvent être commis par des sujets ordinaires. Et ça, encore une fois, c'est un scandale que vous venez de dénoncer à votre manière. Mais ça a des conséquences. D'abord parce que ça a des conséquences. Il y a une anthropologie désenchantée nécessaire à intégrer pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'il y a de la mauvaiseté potentielle en chacun de soi et une disponibilité à elle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire que s'ils étaient tous fous, ils ne seraient pas responsables. Or, justement, la responsabilité les engage. Dans le cas de Sarah Halimi, comme tu l'as posé, il avait la responsabilité de ce qu'il avait pris. On pourrait même aller au-delà. On pourrait dire qu'il a pris on pourrait même imaginer, mais je me mêle de ce qui ne me regarde pas, qu'il a pris de la drogue pour pouvoir encore plus se désinhiber pour passer à l'acte. Mais
ce que tu as fait, toi, dans ce cas-là, ça a été de poser que même si sa connaissance ou sa conscience était altérée, il était néanmoins juridiquement responsable de ses actes. Oui, alors, il faut, si vous voulez, c'est un raisonnement. C'est pas, c'est pas, comment dire, c'est pas une réponse idéologique, c'est pas une réponse philosophique, c'est un raisonnement médico-légal. Et là, il faut bien comprendre qu'on n'est plus dans la dimension scientifique. Parce que sur le plan scientifique, tout le monde est d'accord. Il a fait ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë ou un épisode psychotique bref, induit par la prise de toxiques. Encore que là-dessus, il y a un collège qui a pas approuvé. Et là, à partir de là, on est soumis à un raisonnement. C'est-à-dire que voilà un garçon âgé de 27 ans, sans aucun antécédent, incarcéré 5 fois, n'ayant jamais vu un psychiatre, qui consomme de la drogue, qui trafique et qui augmente les doses dans une visée de défonce. C'est lui-même qui le dit. Alors, bien entendu qu'il n'avait pas l'intention, au sens juridique au départ, en prenant de la drogue, de tuer sa voisine, quel que soit son niveau d'antisémitisme, bon, sur lequel je ne veux pas m'engager, il n'avait pas cette intention. Mais en consommant cette drogue, il se mettait en situation où n'importe quoi pouvait arriver. Et ce qu'au fond j'ai dit, mais là aussi c'est pas scientifique, c'est un raisonnement médico-légal. Ce que j'ai dit, c'est que la maladie que l'on subit, ça n'est pas la même chose que la maladie que l'on provoque. Et effectivement, ça a été je l'ai mis dans mon livre en parallèle avec l'affaire de Sébastien Selam, où là, le criminel était un schizophrène antérieurement, et là encore, quel que soit son niveau d'antisémitisme présumé, son geste meurtrier était essentiellement en rapport avec sa maladie chronique, même s'il avait fumé du cannabis, etc. etc. Donc, les deux situations criminelles semblent se ressembler, mais elles se différencient considérablement quand on procède à une analyse clinique dans un premier temps, médico-légale dans un second temps, confrontée à l'état de la législation. Voilà. Et voilà ce que je pourrais répondre d'une manière un petit peu distancée et technique. Et tu pourrais prolonger parce que tu assènes avec rigueur et rudeur ton refus de ce que tu appelles l'analyse biopsique. Et est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire et quel est l'enjeu? Et je trouve que c'est en lien avec ce que tu développais dans ton intervention sur la déperdition des capacités d'expertise aujourd'hui. Oui, alors, analyse biopsique, ça veut dire que il ne faut pas se contenter de regarder ce qui s'est passé à l'instant delta t des faits. Hein. Comment dire, les faits s'inscrivent dans un certain contexte. Il y a un article juridique que j'ai vu passer au moment du grand débat autour de l'affaire Halimi qui avait pour titre « Peu importe les causes de la folie ». Hein, peu importe les causes de la folie. Du moment qu'au moment des faits, le sujet est malade, à ce moment-là, peu importe tout le reste. Au fond, en caricaturant à peine, je dirais que Breivik, qui a tué 77 jeunes socialistes en Norvège, peu importe tout ce qu'il a fait avant, tous ses engagements idéologiques, tous ses écrits, tous ses actes préparatoires, à partir du moment où, au moment des faits, il était psychotique. Alors, cette question est évidemment très importante, de ne pas se contenter du moment des faits, comme ça,
de façon trop caricaturale, elle est très importante dans d'autres affaires qui sont notamment des affaires de terrorisme. Hein. C'est-à-dire qu'un sujet prend un couteau et poignarde plusieurs personnes dans la rue en disant Allah Akbar. Il est possible qu'au moment où il le fait, il soit halluciné, il soit envahi par des idées délirantes, etc., etc. Mais il faut y regarder de plus près et regarder quel est le terreau sur lequel surgit cet état pathologique. Et s'il y a une radicalisation antérieure, s'il y a des actes préparatoires, s'il y a une imprégnation religieuse, idéologique, radicalisée, on ne peut pas avoir la même conclusion que si le sujet développe une maladie sur un terrain banal. C'est ça qui me paraît important, c'est de ne pas être aveugle et sourd et de tenir compte du contexte dans lequel surgit la maladie. Sinon, on va voir un certain nombre de terroristes qui vont être déresponsabilisés et d'une manière, quel que soit leur état mental au moment des faits, qui me semble tout à fait contestable. Est-ce que vous pensez que dans l'affaire Sarah Halimi, le terreau justement dans lequel a baigné le meurtrier, est-ce que ce terreau-là a été justement analysé? Parce que, sauf erreur de ma part, je pense que la commission d'enquête, notamment parlementaire, a mis en avant cette idée que ce travail d'investigation n'avait pas été fait par la juge. Est-ce que vous pensez, de ce que vous savez, de ce que vous pouvez dire également de ce dossier, ce travail de terreau, parce que vous avez parfaitement raison, il faut analyser le terreau. Alors, quand on sait que dans l'affaire qui nous intéresse, et malheureusement dont nous reparlons de Sarah Halimi, que ces téléphones n'ont pas été saisis, que le travail d'enquête n'a pas été fait, enfin, on n'est pas allé chercher s'il y avait un terreau, justement, d'après ce que je sais. Non, mais c'est une très bonne question. Alors moi, comme expert, je ne dispose que des éléments du dossier, que des éléments qu'on me donne. Donc, il m'était, à partir du dossier, à partir des pièces que j'ai étudiées, il m'était impossible d'affirmer qu'il y avait un antisémitisme, je dis bien à partir des pièces, hein. Voilà, donc j'imagine que ça n'a pas été investigué. Voilà, si vous voulez, il y a quelque chose dans ces affaires où la maladie mentale apparaît d'emblée comme une explication. Souvent, malheureusement, l'instruction ne va pas chercher parce que ça paraît évident que seule la maladie est en cause et parce que dans l'opinion publique, même éclairée, on a du mal à imaginer qu'un acte puisse être à la fois pathologique et terroriste. Hein. Et vous voyez dans la presse, après ce type d'acte, vous voyez terroriste, point d'interrogation, malade mental, point d'interrogation, comme si l'un était exclusif de l'autre. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Donc, c'est vrai, vous posez une bonne question. Alors, moi, le problème de la commission, si vous voulez, je vais le dire de la façon la plus sobre que je peux. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement le président qui était Meyer Habib, manifestement avait des idées vraies ou fausses, donc il avait des idées extrêmement arrêtées dès le départ. Bon. Et ça a braqué manifestement d'autres membres de la commission, ce qui fait qu'on est passé d'un extrême à un autre et que le résultat écrit de cette commission est à mes yeux, sous réserve, très décevant, voilà. Comme si, au fond, la majorité de la commission avait voulu contrebalancer le fait que son président avait d'emblée, si je puis dire, sa religion était faite. Bon, c'est comme ça que j'ai perçu. Je me permets un dernier point sur ce. On dit que
Traoré va très bien, qui coule des jours heureux dans un hôpital psychiatrique qu'il peut quitter presque à sa guise, qui se promène, qui rencontre ses copains, qui fait ce qu'il veut, et que probablement dans les prochains jours, semaines, mois, il sera libéré. Le psychiatre en pense quoi de tout ça? Et est-ce que vous pensez que cette affaire-là est close et que rien ne pourra la réouvrir? Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais alors, attention. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais qui va vous faire sauter au plafond. C'est-à-dire que si moi, chef de service, j'avais dans mon service quelqu'un redevenu, attention, il ne faut pas caricaturer, hein, redevenu stable et normal, et dire qui reste dans mon service pour raison d'État, je ferai des pieds et des mains pour l'en faire sortir. On n'est pas à l'Institut Serbski, évoqué tout à l'heure par notre ami Rabinovitch. Donc, si vous voulez, un chef de service ne doit pas garder dans son service quelqu'un qui n'a plus de troubles psychiatriques, même si c'est la raison d'État, même si c'est choquant, même si c'est ce que vous voulez. Alors, l'hypothèse, c'est une, si vous voulez, Monsieur de la Palisse répondrait mieux que moi à la question. Un quart d'heure avant sa mort, il était encore vivant. Eh ben, avant de faire sa bouffée délirante, il n'avait pas de trouble, et après sa bouffée délirante, il n'en a plus. Hein. Bon, alors, en tout cas, plus pour justifier de son maintien à l'hôpital psychiatrique. À partir du moment où la société a décidé que le sujet était malade et irresponsable, la société passe le problème dans les mains de la santé. Et la santé, elle réagit avec des critères qui sont des critères sanitaires, pas avec des critères de répression ou de justice. Donc voilà ma réponse. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de bruits qui ont couru, mais j'en ai pas d'autres. Alors, est-ce que l'affaire est terminée? Bon, évidemment, je ne suis pas Madame Soleil. Néanmoins, il va sortir à un moment ou à un autre, et ce que je pense possible, une des hypothèses possibles, c'est qu'il ne fasse pas nécessairement une grosse bêtise, mais qu'il en fasse simplement une petite. Et à ce moment-là, vous allez voir une déferlante et l'affaire ressurgira. Vous voyez, un petit peu comme Patrick Henry. Patrick Henry, donc, était sorti en libération conditionnelle. Je crois qu'il a volé je ne sais plus quoi dans un magasin de bricolage, et ça a été perçu comme si c'était, bon voilà, donc c'est l'une des hypothèses, c'est ça. Bon, mais maintenant, je ne détiens pas les clés de l'avenir. Bon, Daniel, je te remercie beaucoup. C'était une rencontre judicieuse, importante, une contribution à nos travaux qu'on va poursuivre et auxquels on t'associera encore. Et j'en profite pour te remercier pour tout le travail que tu fais et tous les éclaircissements que tu apportes, autant d'un point de vue clinique que dans les questions sociales et sociétales. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, Daniel Zaguri. À très bientôt.